ça? Oui, c'était Skype avait essayé de me recruter plusieurs fois déjà, et ça m'a vraiment pas intéressé parce que je voyais pas comment eBay et Skype allaient ensemble. C'était vraiment quelque chose de très bizarre. Et donc je me suis toujours dit que le jour où Skype serait en dehors de eBay, là je serais intéressé. Et l'équipe des investisseurs sont venus, ils ont dit écoute, on considère cette transaction-là. Serais-tu intéressé si cette transaction allait avoir lieu? Ben, j'ai dit oui, on peut en parler, on en a parlé. La transaction a lieu au mois de novembre, donc au mois de décembre j'ai accepté la proposition de rejoindre Skype et aussi donc de déménager de Singapour en fait ici, mais en étant d'abord à Londres pendant environ 6 mois, en attendant que mon visa en fait puisse être livré. Finalement mon visa a été donné uniquement un an après, donc en fait j'ai pas arrêté de voyager pendant un an. Back and forth, comme on dit. Donc, on m'a recruté pour créer ce qu'on appelle la Enterprise Business Unit, donc le secteur entreprise de Skype. Combien de personnes utilisent Skype ici? Quasiment tout le monde, je pense. Gardez votre main là. Tout le monde a. D'accord. Vous utilisez pour des raisons personnelles ou professionnelles? Même droite. Les deux. Uniquement personnel. Je veux voir uniquement personnel. D'accord, très peu par rapport à l'ensemble. Donc voici pourquoi en fait on m'a embauché chez Skype. On m'a dit écoute, notre produit est accepté et utilisé par millions de gens. La plupart des gens en fait, environ 40% des utilisateurs de Skype sont des utilisations entreprises, donc ici en fait plus même, quand je regarde la population de ce que vous avez dit. Et donc il faudra qu'on puisse trouver un moyen de monétiser ça. Donc, puisque ça, tu sais le faire, tu l'as déjà fait à plusieurs reprises. Et nous, comme investisseurs, on prend que des gens qui ont déjà fait ça plusieurs fois, comme ça on sait qu'ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs. Donc on va te prendre, et puis voilà, donc on m'a pris, et voilà. Ça représente le chiffre d'affaires sur Skype, la partie business? Tu sais, je ne peux pas te dire malheureusement ça, parce qu'en fait, c'est un truc qui croît énormément. C'est tout ce que je peux dire, parce que c'est normal, d'abord on est sur une base qui est relativement petite par rapport à la base de consommateurs. Et deuxièmement, les gens qui achètent en entreprise, en fait, achètent plus. Parce qu'une fois qu'ils comprennent la valeur, ils vont dépenser beaucoup plus parce qu'ils ont un bon justificatif pour pouvoir le faire. En plus, ils sont remboursés par leur société, si c'est eux qui le font individuellement, ou si les sociétés achètent, c'est encore mieux. Donc, ce qu'on appelle le ARPU, le Average Revenue Per User, dans le contexte d'entreprise, est plusieurs multiples de ce qu'on a dans le contexte consommateur. Tu as mis en place quelque chose de dramatique? Tu as changé quelque chose à ton arrivée? Plusieurs choses. D'abord, quand tu arrives, en général, tu as quelque chose. D'accord? C'était un moment délicat parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était à ma place, qui faisait un peu de business. Et bon, il a fallu que je reprenne de cette personne. Il y avait une équipe. Ensuite, tu dois évaluer l'équipe et voir si tu veux garder l'équipe ou pas. Donc, ces moments-là, en général, ne sont pas rigolos, qui que ce soit. Donc, une fois que cette phase est passée, on a mis en place une nouvelle stratégie pour notre équipe. J'ai décidé que ce sera à Palo Alto qu'on fera tout. Donc, on a déménagé en fait toute l'équipe qui restait à Palo Alto. Et ensuite, on a commencé à recruter ici. Et puis ensuite, on a créé des nouvelles technologies. Et ça nous a permis d'avancer. Par exemple, il y a un produit qui s'appelle Skype Connect. Ça me rappelle encore les jours de SS7, où on connecte Skype avec les PBX, les commutateurs d'entreprise. Donc ça permet aux entreprises d'économiser beaucoup de sous quand ils appellent les pays de leur destination. Donc voilà un petit peu, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire malheureusement, je suis désolé. Mais si vous êtes intéressé, il y a un livre qui s'appelle S1 Filing. Donc vous allez sur Edgar. Donc comme on allait faire leur IPO, on a écrit beaucoup sur les Edgar. Donc il y a tout. Il y a en fait toute notre stratégie qu'on peut parler, qu'on peut dire, mais malheureusement je ne peux pas en dire plus. Donc là, Microsoft vient donc de racheter Skype.
Tu sais le job que tu vas faire? Quand, maintenant ou demain? Demain. Non, pas encore. Tu sais, on est dans une phase où en fait le deal est annoncé mais pas mais close. Pas, comment on dit fermé en français? Close. Consommé. On n'est pas consommé. Ils vont littéralement nous consommer. Donc on doit attendre le contexte, on doit attendre que la Commission européenne approuve et aussi le Department of Justice l'approuve. Et ça peut prendre au moins jusqu'à décembre. Il y a déjà cette phase. Pendant cette phase-là, c'est business as usual. D'accord? Donc ça, c'est mon boulot pour le moment. Ensuite, pour le boulot d'après, ensuite, il y a toute une question de ce que Microsoft veut faire avec moi, avec mon équipe, avec ce que je fais. Donc ça, on n'a pas encore commencé ces discussions-là. D'accord? Tu peux pas nous en dire plus sur je sais que qu'on utilise tous les jours Écoute, ce que je peux dire, c'est que Microsoft a vraiment voulu acheter Skype. C'est pas un... Ça c'est la news. Je te remercie. Non, mais c'est beaucoup plus profond qu'en fait ce que les gens lisent en fait. En 2001, lorsque j'étais dans une revue avec Steve Ballmer, j'essayais de lui faire comprendre que la communication temps réel était vraiment quelque chose d'important et qu'il fallait que Microsoft insiste dessus. Et je n'ai pas pu le convaincre. Lui m'a donné de l'argent, on a pu faire ce qu'on a pu faire, mais ce n'était pas l'époque où il allait investir 8 milliards de dollars sur les technologies de communication temps réel. Ça n'avait pas arrivé à l'époque. Et donc, en 10 ans, les choses ont beaucoup changé. Microsoft d'abord a compris que il y a la plateforme, il y a les outils, d'accord, il y a les applicatifs, mais tous ces trucs-là ont besoin d'un système nerveux de communication, et c'est les communications temps réel ou non temps réel, et si ils n'ont pas ces assets dans leur portfolio, dans ces conditions-là, ils auront des faiblesses qui vont ensuite affaiblir encore plus les autres produits qu'ils ont. Parce que si tu as une plateforme avec une mauvaise communication ou si tu as une communication sans une bonne plateforme, les choses ne marchent pas très bien. Donc pour Microsoft, en fait, c'est une acquisition pas seulement de surface où on achète Skype et on va faire de la voix sur IP, c'est en fait une compréhension profonde que le rôle que les communications temps réel vont jouer dans le future of computing. Donc c'est surtout ça en fait je pense qui est le plus important. Parce que comprendre ça pour une société de taille de Microsoft qui a pratiquement 80 000 personnes, de faire ce pari d'achat et ensuite pari d'intégration, en fait c'est quelque chose d'énorme. Parce qu'un jour Oracle va devoir faire ça. Il peut pas, HP va devoir. Mais toutes les sociétés qui sont dans le monde applicatif, de plateforme, etc., ils n'ont pas le choix. Parce que c'est comme ça que le marché va se définir. Aujourd'hui, la communauté est la plus importante manière de commencer quelque chose. Bon, je vais pas arriver à en savoir plus, donc je passerai la main à l'audience, ils arriveront peut-être mieux prendre. J'ai juste une dernière question. Si je t'écoute bien, donc, tu m'as dit que tu as fait du cash out, tu as attendu le cash out pour pouvoir faire autre chose. Donc là, de toute façon, tu vas faire la même chose. J'aime bien parler d'argent. Mais après, est-ce que tu vas créer ta propre entreprise ou ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Un domaine qui m'intéresse beaucoup, je ne sais pas le timing, c'est le côté de ressources humaines. En fait, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup dans les ressources humaines, c'est le côté management. D'abord, j'aimerais bien que vous pensiez un petit peu à votre carrière et que vous réfléchissiez à un nombre de managers que vous avez eus et aussi vous réfléchissiez à parmi ces managers lesquels étaient bons et lesquels n'étaient pas bons. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup de bons. Et sauf toi, John. Et je me suis rendu compte en fait que c'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce qu'en fait ils n'ont pas nécessairement les bons outils et les bons moyens et le bon environnement pour pouvoir être bons. Et
c'est un espèce de... c'est un boulot en fait qui est super important parce que ce sont les managers qui font avancer toute forme d'entreprise, publique ou privée, mais c'est un des métiers sur lesquels on investit le moins. Même si vous faites un MBA, vous allez faire un MBA, le Business Administration, c'est pas du management of business administration, c'est vraiment pas, le côté manager n'est vraiment pas développé proprement. Vous faites des financial plans, des business plans, des case studies, etc., mais en fait, vous ne savez toujours pas gérer les gens, vous gérez des projets correctement. Et je pense qu'il y a une opportunité pour aider les managers. Il y a une opportunité à travers différents moyens pour qu'en fait, chaque manager ait accès aux services que les élites ont accès. Quand je parle des élites, en fait, je parle des CEOs ou les gens qui sont juste en dessous des CEOs, ils travaillent avec des executive coaches. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de système, mais vous avez souvent des gens, on dit ouais, cette personne a besoin un peu d'aide, on lui prend Marshall Goldsmith, et puis Marshall va les aider, etc. Et donc, en fait, ça se passe très bien parce que vous avez une tierce personne à qui vous pouvez parler de ce que vous voulez, sans avoir les conséquences de ça, parce que souvent, quand on se trouve dans une situation, on ne peut pas parler. On ne peut pas se dire nos faiblesses, on ne peut pas parler de nos émotions, on ne peut pas partager nos manques de connaissances avec qui que ce soit, parce que si on le faisait, d'abord, on serait considéré comme nul, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de montrer, ou inexpérimenté, ou on serait jugé par nos collègues. Donc, ce genre de choses, on est un petit peu réticent à partager. Donc, mon idée, c'est de créer une société qui permettrait aux managers d'abord et plus tard à tous les professionnels d'être meilleurs. Et je pense en fait aux médecins et à pilotes. Ma femme est médecin et pour qu'elle puisse avoir tous les ans le droit d'exercer, elle doit passer un certain nombre d'heures à étudier, à se qualifier. Sinon, elle ne peut pas exercer. Ça fait partie de... En France, ça s'appelle formation médicale continue, FMC. Je ne sais plus comment ça s'appelle aux États-Unis. Donc, il y a le même système, donc vous êtes obligé de travailler un certain nombre d'heures pour pouvoir l'exercer. Si vous êtes pilote, c'est un métier quand même à responsabilité, c'est un autre métier à responsabilité. Vous avez quand même la vie des gens entre vos mains. Et vous ne pouvez pas prendre un passager si vous n'avez pas fait 3 décollages et 3 atterrissages dans les 90 derniers jours. Si vous n'avez pas passé votre test tous les 6 mois d'emergency, si vous n'avez pas fait tous les 2 ans votre examen nouveau. Donc il y a en fait un espèce de contrôle de qualité, j'ai envie de dire, pour un certain nombre de métiers. Par contre, pour le manager, il n'y en a pas. En fait, vous êtes manager à la vie. Et que vous soyez pratiquement bon ou pas bon, vous restez manager. Et on ne vous donne même pas les moyens de vous améliorer. Même si on vous le donnait, vous allez en formation pendant quelques jours, vous revenez, en fait, votre manager s'en fout complètement de ce que vous avez fait en formation. Au mieux, vous avez une réunion, et puis voilà, c'est fini. Et puis vous replongez dans vos problèmes de tous les jours. Et vous devez virer des gens, vous devez créer un nouveau projet, vous devez couper des budgets, et tout ça, vous ne savez pas comment faire, vous faites de votre mieux, et vous échouez. Donc, je pense qu'il y a un problème, donc une opportunité, et c'est ce que je voudrais faire. Je vous remercie. On va prendre maintenant des questions dans l'audience. Bonjour, Georges Zéot. Ce qui nous a le plus déçus au niveau business avec Skype, c'est qu'ils n'ont jamais été capables de fournir une solution équivalente à Webex. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver bientôt? Oui, c'était un des trucs que j'ai fait d'ailleurs. On a annoncé en fait un deal avec Citrix. Si vous connaissez Citrix, ils font un produit équivalent qui s'appelle GoToMeeting. Qui utilise GoToMeeting? Vous connaissez un petit peu. Donc nous allons faire ce qu'on appelle un OEM de ce produit-là et l'intégrer dans Skype afin que vous puissiez faire du web and audio conferencing. Donc ça, c'est quelque chose dans le roadmap. John. Il y a quelques temps du moins, Skype n'était pas compatible avec SIP. Est-ce que ça va devenir compatible avec SIP? J'ai une deuxième question. J'utilise Skype au moins 3 heures tous les jours. Skype, c'est un petit peu la même question.